Bonjour, on va voir un chapitre très important en pédiatrie. Et on va se limiter à la vaccination de l'enfant, et on va se limiter à la vaccination de l'enfant de moins de 5 ans. Qu'est-ce qu'on entend par un vaccin? C'est une préparation antigénique fabriquée par de bactéries ou de virus complets de leurs constituants ou de leurs produits dont on diminue ou on enlève par différents procédés la capacité de produire la maladie tout en conservant celle d'induire une réponse immunitaire protectrice. Donc, on enlève le pouvoir pathogène et on laisse le pouvoir de produire des anticorps qui protègent l'individu. Et c'est ce qu'on voit ici sous forme de schéma. Sur ce schéma, une population qui est normale, mais deux qui sont infectés, et vous voyez, parce qu'il n'y a pas une protection, vous voyez la contamination ici comme il est fait. De quoi il est composé un vaccin? Il est composé d'un antigène, d'un conservateur, d'un adjuvant, et il y a des vaccins vivants atténués et des vaccins inactifs. Vaccins vivants atténués, par exemple, en cas de la jaune, la rubéole, les oriaux, BCG, fièvre jaune, c'est des vaccins vivants atténués. Et il y a des vaccins inactivés, avec des antigènes, vaccins sous-unités, vaccins anti-U inactivés, ou bien vaccins anatoxines. Et pour les vaccins, y a-t-il des antigènes capsulaires ou des antigènes protéiques? Comment le vaccin protège l'organisme? Et donc, c'est par l'immunité active, artificielle, comme on le voit ici sur le schéma. Et l'immunité acquise, elle est soit active, soit elle est passive. Active, elle est naturelle, suite à une infection virale par exemple, ou bien elle est artificielle à l'occasion d'une vaccination. Voilà l'immunisation, comment le vaccin protège l'organisme. Il faut savoir qu'il y a deux types de réponses sous l'influence de lymphocytes T, comme on le voit ici, lymphocytes T auxiliaires. Des lymphocytes B sont activés. Certains deviennent des lymphocytes B, mémoire, d'autres, au contact de l'antigène, se différencient en plasmocytes, cellules spécialisées dans la production d'anticorps. Comme on le voit ici, les cellules de mémoire et les lymphocytes killer de mémoire. Les lymphocytes auxiliaires, par contre, activés, stimulent aussi les T8 ou lymphocytes tueurs, ici, comme on le voit sur le schéma. Certains deviennent des lymphocytes tueurs activés, d'autres des lymphocytes T mémoire qui gardent la trace de l'infection initiale. Toujours comment le vaccin protège l'organisme et la création, donc, ce qu'on vient de voir dans le schéma précédent, des anticorps mémoire. Et c'est juste pourquoi on fait plusieurs injections. La première injection, on a une production d'un taux d'anticorps, et la deuxième injection, le taux d'anticorps, il augmente. IgM et les IG ici. Certains facteurs interviennent dans la réponse immunitaire, tels la nature du vaccin, la dose de l'antigène administré, l'utilisation ou non d'un adjuvant, le mode d'administration,
le rôle éventuel des anticorps maternels qui protègent dans l'enfant les premiers mois de vie, la nature et la dose de l'antigène administré. Un bon vaccin doit être fortement antigénique, de structure, de taille et de dose. La voie aussi d'administration, c'est-à-dire le mode d'administration, il est important. La BCG qui est donnée en sous-cutané, la voie orale pour la polio et le rotavirus, les voies sous-cutanées ou intramusculaires qui donnent une réponse humorale et ou cellulaire, tel le vaccin de diphtérie, tétanos, rougeole, orion, rubéole, typhoïde, l'hépatite B, l'hépatite A et l'hémophilus. Donc ici, quel est le rôle de l'adjuvant? Il renforce l'antigénicité du vaccin et ils ont une activité immunostimulante. L'hydroxyde et le phosphate d'alumine, parfois responsables de création de réactions locales. Rôle éventuel des anticorps maternels, comme on a dit, à travers le transfert transplacentaire, rôle protecteur contre certaines maladies dans les premiers mois de vie de l'enfant. Voilà les anticorps de la maman qui passent avant la naissance et qui persistent sur plusieurs mois et protégeant l'enfant. Pourquoi on se vaccine? Les vaccins, ils sauvent des vies, c'est une réussite de la santé publique. Les vaccins sont sécuritaires et efficaces. Aussi, quand on veut voyager, ils favorisent pour limiter la transmission et la contamination. Et pour certaines maladies, comme le tétanos, l'infection ne produit pas d'immunité, mais les vaccins en produisent une. Et le dernier point, mais non le moindre, il faut savoir que les vaccins protègent tout le monde, soit directement par la personne vaccinée, soit indirectement pour les personnes vulnérables à la maladie, par exemple les bébés, les enfants, les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Et il faut savoir aussi que les vaccins assurent des collectivités en meilleure santé. Et c'est juste pour expliquer ce qu'on vient de dire, la protection et pourquoi se vacciner. Schématiquement, dans plusieurs populations, ici comme on voit un individu qui est malade, ici en rouge, et dans une population qui n'est pas immunisée, voyons comment ils ont contaminé toute la population. La même chose ici, en bonne santé, non immunisée, et comment il a contaminé le reste de la population. Par contre, un individu en bonne santé, immunisé, c'est-à-dire vaccinant, ayant déjà contracté la maladie, voyez, ici, même s'il a attrapé la maladie, il est 75% des vaccinés, ils protègent la population quand l'infection survient. Pourquoi les vaccins et comment ils protègent dans le monde? Le vaccin de poliomyélite, par exemple, pourquoi? Le risque, les conséquences, c'est le décès et les paralysies. La coqueluche, c'est la détresse respiratoire et le décès. La diphtérie, c'est l'asphyxie et le décès. Tétanos, c'est des paralysies, des séquelles, sinon c'est le décès. Les orions donnent des méningites et la tête des glandes endocrines, surtout testiculaires. La rougeole, elle donne des encéphalites, pneumonies et des décès. La rubéole, c'est des malformations fatales. Le pneumocoque, c'est des méningites graves, des handicaps séculaires, neurologiques et le décès. Pour les méningocoques, c'est des méningites et des décès. Pour l'hépatite B,
si on ne se protège pas, on ne se vaccine pas, c'est la cirrhose et les cancers. L'hémophilus, si on ne fait pas de type B, on ne se vaccine pas, il peut avoir des méningites graves et les décès. Pour la grippe, c'est des infections pulmonaires, des détresses respiratoires et des décès. Et pour le vaccin de papillomavirus, il permet de se protéger un grand nombre de cancers aussi. Les différents types de vaccins, ils peuvent être vaccins inactivés ou tués, il y a 3 catégories, ou des vaccins vivants atténués, ou bien la 3e catégorie, des vaccins sous unité. Qu'est-ce qu'on entend par vaccin inactivé? Ils sont constitués par des bactéries ou des virus entiers et qui ont complètement inactivé et qui ne peuvent donc pas se multiplier dans l'organisme. Mais ils gardent le pouvoir immunogène en induisant des anticorps protecteurs. Par exemple, pour les vaccins, de la coqueluche, c'est un vaccin bactérien, vaccin inactivé. Pour les vaccins viraux, c'est le cas du vaccin de l'hépatite A, la rage, la grippe. La deuxième catégorie de vaccins, c'est les vaccins vivants atténués. Et ils sont constitués de bactéries ou de virus qui ont été atténués au laboratoire de telle manière qu'ils perdent leur pouvoir pathogène, tout en conservant le pouvoir immunogène, donc la production des anticorps. Ces vaccins, ils ont la caractéristique d'induire ou de créer une véritable maladie biologique sans aucun signe clinique. L'immunité est le plus souvent acquise après une seule injection. C'est l'exemple du vaccin bactérien du BCG pour lutter contre la tuberculose. Pour les vaccins viraux, c'est le cas de la poliomyélite orale, la rougeole, la rubéole, les orions, la fièvre jaune, la varicelle et le rotavirus. La 3e catégorie de vaccins, c'est les vaccins sous unité. Et ils ne sont pas constitués que par une fraction parfaitement définie de la bactérie ou du virus qui induit des anticorps protecteurs. Des exemples pour les vaccins bactériens, c'est les anatoxines diphtériques ou tétaniques. Pour les vaccins viraux, c'est le cas de l'hépatite B. Ici, sous forme de tableau, je résume les vaccins anti-huile, bactériens viraux, les vaccins sous unité, bactériens et viraux, et le vaccin, ici, sous forme de tableau, le vaccin était vivant ou bien inactivé ou sous unité. Le mode d'inoculation pour la BCG, il est en intradermique, la diphtérie, coqueluche, tétanos intramusculaire, et la présentation, le mode d'emploi et la température. C'est très important, j'insiste sur la conservation du vaccin. Elle doit être conservée dans une température entre plus 2 degrés et plus 8 degrés. Éviter la congélation des cellules. Voilà les différents types de vaccination, vivants, atténués ou inactivés, ou vivants atténués, le mode d'emploi, la température de conservation, comme j'ai dit, en général entre plus 2 et plus 8 degrés. Toujours les différents vaccins et aussi les différents vaccins dont on dispose chez l'enfant de moins de 5 ans. Voilà. Les contre-indications, ils sont rares. C'est les réactions sévères suivant l'administration d'une dose antérieure de vaccin, un type de choc anaphylactique ou de collapsus, ou bien l'existence de pathologies neurologiques évolutives, et dans des situations rares, des enfants atteints d'allergies aux plantes. Les contre-indications de la BCG et de l'hépatite B. La BCG, qui est un vaccin contre les formes graves de la tuberculose, c'est les méningites tuberculeuses et les miliaires tuberculeuses.
il est contre-indiqué de façon temporaire en cas de dermatose étendue évolutive et définitive en cas de déficit immunitaire. Le vaccin contre le virus de l'hépatite B et l'existence d'une familiale d'une maladie démyélinisante, en particulier la sclérose en plaques. Voilà, j'insiste ici pour là où il faut mettre les vaccins, les principes généraux de conservation des vaccins, la Chine de froid, c'est très important, là où il faut, et en général, le vaccin, il faut le conserver entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius. Voilà, j'insiste sur la conservation, sinon l'effet ne va pas être efficace si on ne respecte pas la Chine du froid. Le calendrier vaccinal, on va dire un mot du calendrier national d'immunisation. Pour chaque pays, on établit le calendrier selon l'épidémiologie et la décision, le coût pour chaque vaccin. Et donc, chaque pays essaie d'établir un calendrier idéal, scientifique, adapté à son contexte, et d'introduire des vaccins obligatoires, recommandés, et aussi quels sont les vaccins facultatifs ou à indication particulière et d'établir des calendriers vaccinaux. Ici, voilà, le calendrier national de la vaccination chez les enfants de moins de 5 ans au Maroc. Vous voyez ici les différents vaccins. C'est le vaccin de l'hépatite B, normalement à la salle de naissance, ou bien les premières 24 heures, la BCG, le premier mois, le vaccin polio oral, le premier mois, le polio injectable, il est donné le 4e mois, le vaccin anti-pneumocoque, c'est 3 doses, c'est le 2e mois, 4e mois et au 12e mois. Le vaccin de Rota, pour protéger contre la déshydratation, les gastroentérites sévères, 3 doses à 2 mois, 3 mois et 4 mois. Pour le vaccin d'étécoque, Hémophilus hépatite B, et on l'appelle vaccin Penta, 3 doses, ici à 2 mois, 3 mois et à 4 mois. Le vaccin rougeole-rubéole, c'est la première dose à 9 mois, deuxième dose à 18 mois. Le rappel d'étécoque, diphtérie tétanos coqueluche, le rappel à 18 mois et à 5 mois. Tel est le calendrier national du programme national d'immunisation au Maroc pour l'enfant de moins de 5 ans établi en 2019. Là, on passe à sous forme d'un exposé d'ordre pratique comment on entame la vaccination. D'abord, il faut savoir que la vaccination, c'est un acte médical. Il ne suffit pas à faire des injections. Il faut, c'est l'occasion pour examiner l'enfant, l'évaluer, le poids, la taille, l'examen en totalité, et ensuite, parce que chez l'enfant, il est en pleine croissance, développement, et c'est l'occasion d'évaluer l'enfant pour exister une autre cause à l'occasion de la vaccination. Donc c'est un acte médical. Ensuite, il est important d'avoir pour chaque enfant un carnet de santé de l'enfant. Car on va noter tout ce qu'on va évaluer et tout ce qu'on va faire comme vaccin. Ce carnet, il comporte le nom du vaccin. On va noter le nom du vaccin sur ce carnet, la date d'administration, le numéro de lot, la date de péremption et la date de la vaccination ultérieure. Et donc, quelques règles à suivre en vaccinologie.
Donc, comme j'ai dit, c'est un acte médical. Il faut prendre des précautions particulières, faire un interrogatoire, un examen, et ne pas oublier la vaccination. On fait un antalgique, oui, IMLA par exemple, avant de faire l'injection. Respecter les conditions de conservation des vaccins. On a vu tout à l'heure que la conservation, pour la majorité des vaccins, est entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius. L'asepsie, elle est importante. Respecter les règles d'hygiène. Ne jamais mélanger dans la même seringue deux vaccins différents. Respecter le calendrier vaccinal. Si un rattrapage est nécessaire, mettre à jour le nombre de doses en fonction de l'âge. Voilà les attitudes chroniques. J'insiste, c'est un acte médical. Voilà, ne pas mélanger dans la même seringue deux vaccins différents. Respecter le calendrier de vaccination. Mettre à jour le nombre de doses en fonction de l'âge. L'asepsie, elle est primordiale. Et respecter les conditions de conservation d'hygiène, des précautions particulières avant l'acte vaccinal, l'interrogatoire, l'examen clinique et lutter contre la douleur. Voilà, j'insiste sur l'asepsie. C'est important pour éviter les conséquences, les complications infectieuses post-vaccinales. Voilà la vaccination. Les sites et les techniques d'injection. Les vaccins qui sont donnés par voie orale, c'est la polio orale, le premier mois, et la rotavirus. Les injections intramusculaires, les vaccinations, on note des T-coques, l'hépatite B, le pneumocoque, l'hémophilus, la polio orale, à 4 mois. Les vaccins qui peuvent être donnés par voie sous-cutanée, c'est la rougeole, et le vaccin intradermique, c'est la BCG. Le vaccin contre la tuberculose. Comment on fait l'injection? Voilà, la peau en sous-cutanée. En général, quand on donne intramusculaire, c'est la seringue, elle est perpendiculaire. Sous-cutanée, avec un angle de 45 degrés. Et aussi, voilà, les sites à repérer. Comment on fait l'injection? Voilà, et c'est la peau. On veut faire l'injection au sous-cutané, donc l'inclinaison de 45 degrés de la seringue, tenir la peau avant de faire, avec 2 doigts, avant de faire l'injection. Voilà, toujours. Les sites et techniques d'injection. L'injection intradermique du BCG, pas si facile de faire une injection intradermique correcte. La réaction, ordinairement, on choisit le bras gauche pour faire l'injection intradermique de la BCG, la réaction post-BCG. Voilà, en post-injection, bien sûr, il faut les règles d'asepsie, un petit pansement. Et c'est le vaccin polio et rota aussi peuvent être donnés par voie orale. Voilà. Quand on a recours à de multiples injections lors d'une même visite, pour les vaccins inactifs, avec un vaccin, donc il faut respecter la distance de 2 cm, 2,5 cm en général, entre les 2 injections. Ici, par exemple, vaccin vivant inactif avec vaccin inatténué, ou bien vaccin inactivé avec vaccin vivant atténué. Et donc, parfois, on a recours à faire de multiples injections lors d'une même visite. Préparation ici, c'est un atelier que j'ai préparé à partir d'un centre santé. Comme j'ai dit, la base, c'est de vous montrer le plateau. D'abord, il faut préparer le plateau, tous les seringues, les vaccins, vérifier qu'on dispose du vaccin, un antalgique, un antiseptique, des seringues, du coton, et donc il faut le registre pour noter les malades. Donc ici, le carnet de santé,
Et comme j'ai dit, c'est un acte médical. Il faut disposer de la balance, hein, la toise, hein, le poids, la taille, parce qu'on va tout évaluer. Une poubelle pour les seringues, hein, comme vous les voyez ici. Voilà, toujours respecter la chaîne de froid aussi. Voilà, il faut expliquer comment installer l'enfant et comment administrer le vaccin. Voilà une maman qui tient son bébé. Hein. D'abord, commencer au cours d'une science d'injection par les vaccins par voie orale, parce qu'après l'enfant va peut-être se sentir de douleur et donc agité, et puis hein, les vaccins injectables, et tout en respectant hein, les règles d'asepsie, laver soigneusement les mains pendant 15 secondes, pincer fermement le muscle entre le pouce et l'index, tenir la seringue comme un crayon, et selon l'injection, on veut faire intramusculaire, la tenir perpendiculairement, on veut la faire sous-cutanée, la tenir avec un angle de 45 degrés. Comment administrer le vaccin? Voilà. Comment tenir? C'est l'étape. Voilà une maman qui tient son bébé. Voilà. Quand on a recours à administrer plusieurs vaccins lors d'une même séance de vaccination, il faut respecter la distance entre les deux vaccins, deux injections intramusculaires avec 2,5 cm. Voilà ici, juste lors d'une photo. Normalement, le vaccin, une fois sorti, il faut être injecté. Le plateau hein, des différents vaccins dont dispose le programme national d'immunisation. Voilà, les vaccins. Voilà, les différents vaccins toujours dont on dispose. Hein. Et voilà, c'est très important. Une fois l'acte vaccinal, là, du centre santé, j'ai visité un centre santé pour, voilà, de façon inapproviste, voilà le registre, on note. Aussi, le carnet du malade, le carnet de santé, il faut noter hein, le nom, le numéro, la date de péremption et prescrire la date ultérieure de la vaccination. Voilà. Ici, attention, ici, une fois vacciné, il faut donc ne pas jeter n'importe quoi, hein, parce qu'ils sont dangereux pour la contamination, les jeter dans une poubelle à part. Oui. Et des attitudes provoquantes, on peut avoir des réactions, ensuite des chocs anaphylactiques, hein, des réactions cutanées. Il faut, en cas, la première fois, ça ne pose pas de problème. Mais pour la poursuite de la vaccination, il faut prendre des précautions particulières. Voilà, des inquiétudes fréquentes. Le système immunitaire peut être dépassé par toutes les injections de vaccins, il est faux. Les vaccins fatiguent l'immunité, c'est faux. Les vaccins ont des effets secondaires graves, oui, vrai. Les secondaires graves sont rares, mais rares, heureusement. Mais possible, type d'anaphylaxie, syndrome de Guillain-Barré, mais c'est très très rare. Oui, les complications, attention à la sepsie, les complications infectieuses. C'est pour cela qu'on a insisté pour tenir toutes les injections avec asepsie. Les politiques vaccinales, voilà, on vaccine parce que pour protéger la population et individuelle et collective. Et donc, chaque pays a un calendrier national d'immunisation selon la société savante qui établit des recommandations selon l'état épidémiologique de chaque pays. Voilà, pour recommander. Et bien sûr, c'est toujours, il faut connaître, et il faut savoir maîtriser l'acte vaccinal, comme j'ai dit que c'est un acte médical. Et bien sûr, c'est toujours chronophage. Et en conclusion, la vaccination, elle permet le contrôle et l'élimination des maladies infectieuses, la protection individuelle et collective. Au Maroc, c'est le programme national d'immunisation qui est très efficace, reste une mesure préventive et communautaire. L'amélioration, on insiste sur l'amélioration vaccinale et je vous remercie.